Barthélémy Ngom. Bienvenue à tous à la technique de ce journal Aliouba. La marche de 3 plateformes Arlinubok, Nyolank et Doina à la place de la Nation ex-obélisque cet après-midi. La manifestation est certes autorisée, mais on se pose des questions sur le respect des mesures barrières, notamment la distanciation physique. Sur ce, les organisateurs rassurent, mais le docteur Omar Konaté se veut clair. Pour lui, le risque est bien réel. Salimata Aou. Ils ont décidé de battre le macadam cet après-midi, une marche dans un contexte particulier. Pour le coordonnateur du mouvement France Dégage, ils sont conscients de la situation et toutes les mesures seront respectées. Guy Marius Sagna. Arlinubok, Nyolank et Doina ont pris toutes les dispositions pour que la manifestation qui aura lieu aujourd'hui se tienne dans le strict respect des mesures sanitaires, à savoir le respect des mesures barrières. Ainsi, tous nos membres, tous nos sympathisants ont été invités à venir avec des masques. Et il y aura un dispositif qui permettra de pouvoir imposer à tous ceux qui viendront à la manifestation la distanciation physique pour éviter que nous qui participons à cette manifestation ne soyons des vecteurs du coronavirus. Le docteur Omar Konaté, lui, est formel. C'est un très gros risque vu la vitesse de propagation de la maladie. L'une des premières mesures pour la lutte contre le Covid-19 est la distanciation sociale, associée aux mesures de barrière que maintenant tout le monde connaît. Il est impossible et impensable avec les marches. Donc, on ne contrôle rien. Donc, ne vous inquiétez pas. Bonjour les dégâts. Je suis formel. Je le dis et je le répète. C'est un très gros risque que les gens se prennent. Si les spécialistes de la santé s'inquiètent, les organisateurs de la marche, eux, disent être suffisamment responsables pour contenir la foule et leur faire respecter les mesures d'hygiène. Salimata Aou, Arlinubok, Nyolank et Doina donc qui manifestent cet après-midi à la place de l'obélisque. Manifestation contre les litiges fonciers entre autres. La colère des commerçants du marché Thiaroye, ils menacent d'ailleurs de ne plus s'acquitter de la taxe municipale qu'ils payent au quotidien. Une menace qui, si rien n'est fait, sera donc exécutée dès lundi prochain. Les commerçants dénoncent ainsi l'insalubrité dans leur marché, une situation qui dure depuis des années et qui revient à chaque hivernage. Ils interpellent les autorités locales qui encaissent leur argent. Dongoka. Dans une ruelle du marché Thiaroye, il est difficile de se frayer un chemin. Le couloir qui mène au parc de pommes de terre est envahi par les eaux de pluie. Charretiers, automobilistes et propriétaires de chariots se disputent le passage. Le spectacle se passe sous les yeux d'un agent de sécurité de proximité qui, avec son sifflet, tente d'organiser la circulation. Et quand ça ne bouge pas, de temps en temps, il use de toute sa force pour hausser le ton. Ces désagréments, conséquences de la dernière pluie, ont plongé le marché Thiaroye dans une situation d'insalubrité, ce qui irrite les commerçants. Dame Sididien fait partie des délégués du marché. Vous voyez, vous avez pour porter des chaussures qui sont toutes mouillées. Quand il pleut, nous tous, non seulement nous sommes inondés parce que nous ne pouvons plus vendre, mais nous sommes en danger parce que notre hygiène est menacée. Nous voulons que cela s'arrête. Nous payons des taxes et finalement, nous ne voyons pas de ristournes qui nous reviennent de droit dans ce marché. On a des problèmes de salubrité. Nous sommes dans un marché où il n'y a pas assez de douches. Une solution, c'est ce que réclament maintenant les commerçants. Nous voulons une intervention du préfet, du ministre de cadre de vie, parce que si nous laissons les choses en l'état, c'est sûr que nous tous, nous allons directement vers la paille. Les commerçants n'excluent même pas d'aller en mouvement. Ils donnent même un ultimatum. Nous décidons d'aller en grève, nous allons retenir les taxes et c'est sûr que nous allons devant cette situation. Et c'est regrettable. À partir de lundi, nous n'avons plus rien jusqu'à ce que les autorités prennent leurs responsabilités. Selon eux, toutes les autorités concernées sont déjà avisées. Nongaka Thiaroye, Radio Futur Média. Midi 7 minutes, l'affaire des 12 gazelles Oryx de la réserve du Ferlo, RFM a cherché à savoir qui et qui en ont bénéficié. Mais en réalité, ce n'est pas seulement Abdou Karim Sall. Un autre ministre est cité dans cette affaire. Le président du conseil départemental de Ranérou, toujours noir de colère, demande d'ailleurs la restitution des bêtes, de même que les populations de la zone qui justement annoncent une marche lundi prochain. Mohamed Ali Mouba.
Selon le président du conseil départemental de Ranérou, Abdou Karim Sall, le ministre de l'Environnement n'est pas le seul à profiter des gazelles oryx, extraites de la réserve de la localité. Aliou Dembourousso. Les dernières informations qu'ils nous ont confirmé qu'ils ont pris là-bas 12 gazelles oryx. Mais ils ont dit qu'il y a autre ferme privée qui se trouve vers Singambour qu'ils ont amené là-bas. Donc il y a 3 autres qu'ils ont amenés. Ils ont cité d'autres ministres. Une autre ministre, quand même, on peut dire. Donc, mais je ne peux pas citer le nom parce que je n'ai pas vu de confirmation, mais ils ont pris 12. Le ministre Abdou Karim a pris 6. Et il y a autre ferme privée qui est située dans le département d'Umbour. Ils ont pris 3. Donc, il y a un autre ministre qui a pris 3. C'est ça les dernières informations qu'on a vues sur les gazelles oryx. Aliou Dembourousso explique la mort de certains individus lors du transfèrement par des mesures rudimentaires employées lors de la captivité. Ils n'ont pas de matériel. C'est pourquoi il y a eu des blessés, il y a eu des décès aussi, des oryx. Voilà. Il devait y avoir des flèches qu'on doit tirer avec des anesthésiques, que vous suivez ça dans les documentaires. C'est ça qu'on doit utiliser pour les capturer. Ils ont amené des jeunes qui sont quittés commune de Ranérou pour aller là-bas. Selon Abdou Karim Sall, ce déplacement a été organisé afin de promouvoir les initiatives privées dans la gestion de la biodiversité au Sénégal. Le président du conseil départemental de Ranérou ne veut rien entendre. Il demande la restitution pure et simple des gazelles. Oui, moi je dis qu'il faut qu'ils ramènent les oryx. Si quand même les oryx qui sont perdus leur vie, quand même il faut qu'on le paye. Mais les oryx qui restent aussi dans les fermes, il faut qu'on le ramène à Ranérou. C'est ça que la population du Père le demande. Aux dernières nouvelles, les populations de Ranérou s'apprêtent à marcher lundi prochain pour dénoncer ce qu'elles appellent un acte de braconnage. Des pétitions ont été ouvertes dans ce sens. Mohamed Ali Mouba, c'est sur nos ondes que la présidente du Haut Conseil du dialogue social a annoncé une rencontre entre le Sud-Just et le ministre de la Justice, rencontre prévue pour lundi. Le syndicat des travailleurs de la justice est dans les dispositions, mais attend d'être saisi officiellement. Toutefois, son secrétaire général décèle des incohérences dans la démarche du ministère de la Justice qui lui a servi une mise en demeure. Maître Ayaboun Malik Diop au téléphone avec Youssouf Bodian. Madame la présidente du Haut Conseil du dialogue social m'en a informé de manière verbale et je l'ai entendu aussi dans la presse. Donc pour nous, en tant qu'entité syndicale, ça reste à confirmer. Nous attendons une convocation en bonne et due forme parce que nous disons que nous sommes une institution. Lorsqu'une autre institution voudrait nous rencontrer, il doit nous saisir officiellement en bonne et due forme. Donc nous attendons notre convocation et une fois la convocation reçue, il n'y a aucune difficulté. Nous allons nous présenter à cette convocation. Cette médiation devrait se faire dans un contexte où vous venez de recevoir une demande d'explication et une mise en demeure de la part du ministère de la Justice. Est-ce que ça ne pourrait pas rendre difficile d'éventuelles négociations? Pour mes camarades et moi, c'est tout juste une diversion commanditée par M. Malik Sall, ministre de la Justice, pour nous détourner de nos objectifs. Mais ce n'est que peine perdue parce que nous allons continuer le combat de la vérité et du droit. Ce que je trouve déplorable dans cette affaire, c'est la légèreté avec laquelle certains juges sont actionnés par le ministère de la Justice pour jouer leur partition dans cette grotesque cabale contre un leader syndical. D'abord, il y a la lettre fallacieuse de dénonciation de M. Ousmane Khan, premier président de la Cour d'appel de Kaolack, qui a été visiblement actionné. Maintenant, M. Seyni Bodian, président du tribunal de grande instance de Fatick, entre dans la danse alors qu'il n'a même pas défait ses valises à Fatick. C'est très préoccupant pour l'image de l'indépendance du pouvoir judiciaire au Sénégal.
Maître Ayaboun Malik Diop, le secrétaire général du Sud-Just. Campagne agricole, le maire de Ngayen Sabar, c'est dans le département de Nioro, demande au gouvernement de presser le pas dans la distribution de l'engrais. Il estime que c'est devenu un besoin fondamental pour les paysans, surtout en ce moment. La question des semences étant réglée, le souci reste maintenant l'engrais, a dit Gombo Gueye à Ibrahima Diamé. Le vernage a très bien démarré, il y a la pluie maintenant, mais les besoins fondamentaux aujourd'hui qu'on a constatés sur le terrain, c'est l'engrais. On constate que les efforts qu'on a fournis au niveau des semences, surtout au niveau des semences arachides, cet effort-là, si ces efforts-là ont été virés dans le cadre des intrants comme l'engrais, les paysans auront un poids surplus, auront également à faire une production meilleure que les productions que nous venons de dépasser ces années passées. Parce que les paysans n'ont pas un problème de semences. Je précise que les paysans n'ont pas un problème de semences. Chaque paysan maintenant s'est organisé de telle sorte qu'à la fin de la saison sèche, le paysan s'organise à avoir ses semences dans sa maison. Maintenant, quel est son problème? C'est que le paysan n'habite pas avec l'usine qui lui produit de l'engrais. Le paysan n'habite pas avec l'opérateur qui lui produit de l'engrais. Donc, vaut mieux de renforcer le poids en engrais que de renforcer le poids en semences. Présentement, il faut que l'État sache que les semences qu'on donne aux paysans, les paysans en veulent plus encore les engrais que les semences arachidiers. Donc, c'est le moment de prendre conscience par rapport à cela pour que l'année prochaine, au lieu de perdre notre temps sur les semences en arachide, vaut mieux mettre le paquet sur les engrais, les urées et les engrais pour renforcer le produit afin que la production peut être vraiment rentable. Gombo Gueye, le maire de Ngayen Sabar, une commune située dans le département de Nioro. Il est midi 14 minutes. RFM 94.0, la radio en puissance. La Covid-19 au Sénégal, les décès et les cas graves augmentent de jour en jour. 4 nouveaux décès hier. 40 cas graves, notez que 63 nouveaux cas ont été recensés sur les 1074 tests réalisés, 34 cas contacts, 4 cas importés, 25 cas issus de la transmission communautaire. Là-dessus, le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1074 tests réalisés, 63 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,87%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 34 cas contacts suivis par nos services, 4 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, 25 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Richard Toll 5, Mermoz 2, Thiès 2, Tivaouane 2, Bignona 1, Dalifort 1, Diourbel 1, Guédiawaye 1, Kédougou 1, Liberté 5 1, Mariste 1, Nord Foire 1, Ouagouniaï 1, Parcelles Assainies 1, Pompier 1, Pikine 1, Rufisque 1 et Ziguinchor 1. 74 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 40 cas sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce jeudi 16 juillet 2020. L'état des autres patients est stable. À ce jour, 8544 cas ont été déclarés positifs, dont 5809 guéris, 160 décédés et donc 2574 sous traitement. Le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Comme vous le savez, le Sénégal a donc ouvert ses frontières aériennes depuis mardi passé. Et maintenant, on impose aux voyageurs un certificat de test négatif. Le test donc est à 40 000 francs CFA, ce qui d'ailleurs suscite une polémique. Mais en réalité, c'est un document exigé par les pays d'accueil. Une précision du directeur des laboratoires, le professeur Amadou Mokhtar Diaye, revient avec Awambaye sur les détails de ce document. Pour les gens qui quittent le Sénégal pour voyager, ce sont les pays d'accueil, certains pays d'accueil qui exigent le test. Mais ce n'est pas l'État du Sénégal qui leur exige un test pour voyager, pour quitter le Sénégal, pour aller en France, pour aller aux États-Unis, pour aller au Canada ou bien dans d'autres pays d'Afrique. C'est le pays d'accueil qui peut l'exiger. Maintenant, les voyageurs doivent s'informer auprès des compagnies aériennes. Et les compagnies vont leur dire que pour aller dans tel pays, il faut faire le test et c'est dans telle ou telle condition. En ce moment,
le voyageur s'adresse aux laboratoires qui sont indiqués pour que ces laboratoires leur fassent le test, moyennant 40 000 francs. Donc c'est ça la situation, mais ce n'est pas l'État du Sénégal qui exige le test. Et aussi, je dois préciser aussi que les voyageurs payent au laboratoire. Ils ne payent pas au ministère de la Santé, ils ne payent pas l'État du Sénégal. Donc c'est une activité pratiquement privée qui se gère entre le voyageur et les laboratoires qui sont habilités à faire les tests, que je rappelle sont l'IRSF, l'Institut Pasteur, le laboratoire de l'hôpital militaire de Ouakam et le laboratoire de bactériologie, virologie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Les précisions du professeur Amadou Mokhtar Dieye, directeur des laboratoires. La SCOFI de Saint-Louis qui a investi les écoles de la commune pour sensibiliser les élèves sur la Covid-19. La SCOFI donc qui se bat pour le maintien des filles à l'école dénonce également les déperditions scolaires chez les filles. Mohamed Nabissila. Maintenant, pour nous protéger et protéger nos proches, que faut-il faire? C'est par une leçon de vie que le comité départemental de la SCOFI pour la promotion de l'éducation des filles a plaidé pour le respect des gestes barrières. Madame Sow Mariam Diagne, je suis la présidente du comité départemental des enseignantes pour la promotion de la scolarisation des filles de l'IEF de Saint-Louis commune. Nous nous sommes dit pourquoi ne pas aller dans les écoles, sensibiliser les enfants qui peuvent être des relais dans les quartiers, dans les maisons pour mieux sensibiliser les parents. Toute information qui passe par l'enfant pourra être accueillie et bien accueillie par les parents. Une initiative heureuse selon Pape Amadou Gueye, secrétaire général de l'IEF de Saint-Louis, qui constate un relâchement à corriger au plus vite. Nous avons remarqué au niveau de toute la ville, comme d'ailleurs au niveau du pays, un relâchement total. Et c'est heureux que donc la SCOFI s'érige un peu en sentinelle et vient dans les écoles pour renforcer la sensibilisation qui est déjà en place. Donc c'est vraiment quelque chose à encourager. Justement, la SCOFI signale que cette pandémie a occasionné une déperdition scolaire, surtout chez les filles. Il y a eu un impact sur la déperdition scolaire parce qu'il y a beaucoup de filles qui se sont dit maintenant qu'elles ne vont plus aller à l'école parce qu'elles seront en retard. Il y a des filles qui étaient déjà âgées, qui avaient déjà redoublé les classes, donc qui ne veulent plus aller à l'école. Nous en avons déjà dans la zone de Pikine. Il y a des filles qui préfèrent maintenant aller dans les centres plutôt qu'aller continuer leurs études. Pour lutter contre cela, nous sommes là aujourd'hui pour sensibiliser ces filles-là. La SCOFI compte sur l'intervention inclusive sur la communauté pour lutter davantage contre le coronavirus. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Mohamed Nabissila, reprise des cours depuis le 25 juin dernier pour les classes d'examen. À Fatick, les gestes barrières sont toujours de rigueur. Dans les établissements scolaires, le dispositif sanitaire est toujours au complet, constate notre correspondante sur place. Aminata Goudiaby relève par contre l'attitude de certains élèves qui ne portent plus de masque. 3 lave-mains sont installés juste à l'entrée du lycée Commando Fendjouf de Fatick. Muni de thermoflash, le proviseur vérifie les températures des élèves et des professeurs et c'est son rituel depuis la reprise des cours pour les élèves de terminale. Mamadou Ndiaye. Le matin, vers 7h15, c'est moi qui suis au portail pour que les élèves se lavent les mains et je contrôle leur température. Bon, quelques temps après, il y a les étudiants qui me viennent en aide et nous avons donc un dispositif qui permet donc de contrôler les élèves. Seul problème à déplorer, le non-respect du port du masque par certains élèves. Mettez vos masques là. Mettez vos masques. Parce qu'ils portent les masques, mais quelquefois, il y a des élèves qui enlèvent leur masque. C'est surtout au niveau de la cour. Parce qu'en classe, c'est une obligation. Mais dans la cour, les élèves ont tendance vraiment à enlever leur masque. L'exemple parfait, cet élève de terminale trouvé devant la porte du lycée sans son masque de protection. Elle s'en explique sous le couvert de l'anonymat. Parce que ça m'étouffe trop. C'est difficile de le porter. À l'école élémentaire Haligna de la commune de Fatick, aucun relâchement n'a été noté et le comité de gestion des épidémies de l'école veille au grain. Sambundiaï est le directeur. Il y a des enseignants qui sont dans les classes avec les enfants et d'autres ont constitué ce qu'on appelle la commission technique. Ils s'occupent du lave-main, du thermoflash, de la distanciation sociale et du port des masques. L'équipe est là pour veiller à ça. Et voilà, on essaie autant que faire se peut de respecter les consignes. Contrairement à ce que l'amicale des stagiaires et étudiants du département de Fatick a constaté dans d'autres localités, dans la commune de Fatick, le dispositif sanitaire est toujours au complet, du moins selon les chefs d'établissement. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Déthié-Diop. Merci Barthélémy Ngom. La médiation de la CEDEAO pour une résolution de la crise malienne, le M5 met sur la table 4 conditions à toute proposition de l'organisation sous-régionale. Et le moins que l'on puisse dire est que ces conditions ne facilitent pas une sortie de crise. Entre autres, le mouvement du 5 juin exige plus que jamais le départ de Ibrahim Boubacar Keïta, Famadion.
Le M5 RFP exige la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime, l'ouverture d'une transition républicaine et d'enquête judiciaire en vue de la poursuite devant les juridictions nationales et internationales des auteurs, commanditaires et complices de tueries, blessures et exactions commises contre les manifestants. En sus, ils exigent la libération du chef de file de l'opposition, Soumaïla Sissi. Pour ce rassemblement, le président malien a échoué dans bien des domaines et son incapacité à résoudre la crise qui frappe le Mali, entre autres la responsabilité d'Ibeka face aux maux qui menacent l'existence même du Mali, raison pour laquelle le rassemblement des forces patriotiques dit tenir responsable le président malien des faits qui ont pour nom dégradation persistante de la situation sécuritaire, violation grave et récurrente de la Constitution, violation des droits de l'homme et fraude électorale. La délégation de la CEDEAO procède ce vendredi à l'évaluation de la situation suite aux rencontres et réflexions sur les options de sortie de crise. Une réunion ce matin entre représentants de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. La délégation a aussi rencontré ensemble le M5 et la majorité présidentielle. En Guinée, rien ne va entre Oumarou Sissoko Embalo et Aristide Gomes. Le président bissau-guinéen a décidé de porter plainte contre l'ancien premier ministre Aristide Gomes, l'aurait accusé de tentative de coup d'État lors de la dernière campagne électorale. Dans une interview accordée à la RFI en France, le président bissau-guinéen Oumar Sissoko Embalo a déclaré qu'il est en train de formaliser une plainte pénale contre l'ancien premier ministre Aristide Gomis qui, pendant la campagne électorale, l'avait accusé de tentative de coup d'État contre le président José Mario Vaz. Le général Oumar Sissoko Embalo a laissé clair qu'il est en train de formaliser la dite plainte pénale contre le citoyen Aristide Gomis puisque celui-ci l'aurait accusé en tant que candidat à l'élection présidentielle et maintenant il a également le droit de se défendre. Interrogé sur les persécutions subies par certains députés et blogueurs du pays, le chef de l'État Oumar Sissoko Embalo a déclaré qu'il n'y a pas de persécution politique en Guinée-Bissau, un pays qu'il a défini comme démocratique. D'après le général Oumar Sissoko Embalo, aucun député n'a été persécuté en Guinée-Bissau car la Guinée-Bissau est un pays démocratique, a conclu le chef de l'État bissau-guinéen Oumar Sissoko Embalo. Bissau, RFM. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly inhumé ce vendredi à Korogo dans le nord du pays. C'est là-bas qu'il est né. Amadou Gon Coulibaly sera inhumé dans la stricte intimité familiale. Il est décédé le 8 juillet dernier des suites d'un malaise. Direction le Maroc, là-bas, les membres du gouvernement et les hauts fonctionnaires sont interdits de vacances d'été à l'étranger. Objectif, relancer l'économie nationale et en particulier le secteur touristique durement impacté par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Pas de vacances d'été à l'étranger pour les ministres, mais ce n'est pas tout. Les hauts responsables, les personnels de l'administration publique ainsi que les membres des collectivités territoriales sont également concernés. Le chef du gouvernement, Salahidine Al-Othmani, a sorti jeudi une circulaire pour détailler cette tarde, précisant que celle-ci reste valable jusqu'à fin 2020. Dans le fond et à travers cette décision, Rabat veut relancer l'économie nationale en donnant un coup de pouce au secteur touristique durement impacté par la pandémie du nouveau coronavirus, alors que les visiteurs étrangers, estimés chaque année en moyenne à plus de 12 millions, ne sont pas toujours autorisés à voyager au Maroc. Ainsi, les conférences, les sessions de formation, entre autres événements organisés régulièrement par les différents départements ministériels et par les administrations publiques se dérouleront au sein d'établissements touristiques dans les différentes provinces du royaume. Il faut noter qu'avant cette décision, en préparation à la reprise, l'Office national marocain du tourisme avait annoncé une série d'actions promotionnelles pour accompagner les citoyens lambda, les régions et les opérateurs du tourisme dans leur plan de relance. Khadim Bay, Casablanca, Radio Futur Média. Merci Khadimé, c'est la fin de cette page internationale Barthélémy. Merci beaucoup Georges Déthié Diop. On vous retrouve justement tout à l'heure pour la presse du jour. RFM Sport. Les actualités sportives, c'est avec Soda Thiam.
Nous démarrons avec la Ligue grâce à son succès sur Villarreal hier, 2-1 et un doublé de Karim Benzema. Le Real Madrid est sacré pour la 34e fois de son histoire. Les merengues comptaient 2 points de retard sur le rival Blaugrana avant l'interruption de la Liga. Mais depuis la reprise, ils ont aligné 10 victoires en autant de matchs pour conquérir le 34e titre de leur histoire en Liga. Le technicien français a conquis un 2e titre de champion d'Espagne en tant qu'entraîneur du Real Madrid au bout d'une saison très particulière. Proche d'un limogeage en octobre, il a renversé la situation avec le soutien de ses joueurs. Zinedine Zidane, ému après le sacre des merengues, a insisté sur la difficulté de remporter le championnat d'Espagne. Il est aussi revenu sur l'importance de Sergio Ramos au sein de son équipe. Pendant que le Real battait Villarreal pour remporter le titre, le FC Barcelone a perdu contre Osasuna. L'attaquant argentin Lionel Messi était très agacé après la défaite du FC Barcelone contre Osasuna. Lionel Messi affirme, je cite, « Ce match reflète notre année. Nous sommes une équipe très irrégulière, très faible et qui ne rivalise pas dès que l'intensité est trop forte. Le Real Madrid a fait son travail, il a gagné tous ses matchs depuis la reprise de la Liga. Nous avons perdu beaucoup de points que nous n'aurions pas dû perdre. Il faut faire cette autocritique, nous, les joueurs, mais tout le monde. Le Real Madrid mérite ce titre, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait pour gagner. Maintenant, il va falloir se regarder dans une glace. » Fin de citation. En Angleterre, c'est la fin de la 36e journée avec une seule rencontre aujourd'hui à 19h entre West Ham et Watford. L'attaquant brésilien d'Arsenal, Gabriel Martinelli, qui a subi une opération du genou gauche, ne sera pas de retour avant la fin de l'année 2020. Manchester United a signé un succès important hier sur la pelouse de Crystal Palace. 2-0. Les Red Devils reviennent à égalité de points avec Leicester, leur principal rival dans la course à la Ligue des Champions. En Italie, l'Inter Milan n'a pas fait dans les détails hier soir face à Spal. L'Inter a laminé le dernier du championnat à domicile, 4-0. Ainsi, les Milanais reprennent la 2e place à l'Atlanta Bergame. En France, en 4 périodes de 30 minutes et devant une partie de son public, le Paris Saint-Germain affronte en amical le club belge qui vient d'être relégué en D2, Waasland Beveren, au Parc des Princes, avec pour objectif de donner 1 heure de jeu à chacun de ses joueurs. Merci beaucoup, Sodekia. Midi 30 minutes, Coronews, les informations relatives à la Covid-19 au Sénégal, en Afrique, à travers le monde. C'est avec Binta Diallo. Ce vendredi, la Covid-19 touche près de 14 millions de personnes dans le monde. Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas a atteint un record. Aujourd'hui, près de 70 000 cas d'infection en seulement une journée. Le bilan continue à s'alourdir au Brésil avec un grand nombre de nouvelles contaminations. Le pays de Bolsonaro, également testé positif au coronavirus depuis le 7 juillet dernier, a dépassé la barre des 2 millions de contaminations. Ailleurs en Europe, plus précisément en Italie, légère augmentation des cas, bilan toujours élevé en Angleterre. L'Espagne en 24 heures a recensé près de 600 cas testés positifs. La Chine n'a pas enregistré de décès ce vendredi. Tout le contraire en Allemagne, le pays de Merkel déplore 7 nouveaux morts en 24 heures. Au Portugal, les nouveaux cas prennent l'ascenseur pour descendre principalement à Lisbonne, la capitale. L'épidémie progresse au Mexique, tout comme en Iran, avec une accélération terrible qui inquiète les autorités. En Russie, même situation, Moscou, la capitale épicentre de la maladie, 60 nouveaux cas de contamination en Corée du Sud. Pendant ce temps, le Pérou entame son déconfinement tout en restant le 6e pays le plus touché au monde. L'Inde également dans cette même forte spirale de contamination. C'est le cas également au Chili, en Égypte. Le nombre de cas grimpe, plus de 5000 décès. Le Japon également contaminé au quotidien, état d'urgence prorogé au Maroc, état d'alerte en Roumanie. L'Algérie fait également face à une hausse des infections, mais poursuit quand même son déconfinement. Le continent également où le virus continue son parcours. L'Afrique du Sud a enregistré plus de 200 morts ce vendredi seulement. L'état d'urgence maintenu en Guinée-Bissau et en Guinée-Conakry. Au Mali, 80% des cas sont répertoriés à Bamako, la capitale, selon le ministre malien de la Santé. Le Mali qui a du mal à endiguer cette maladie, c'est le cas également au Sénégal où l'on compte le nombre de morts au quotidien. 4 nouveaux décès ce vendredi. RFM, Reportage Tabaski. La tendance de cette année, c'est le bazin riche. Il est très prisé par les hommes et les femmes. On voit ça avec Nafissa Toussila.
c'est le mbazin qui est en vogue, le mbazin Getzner, le tube VIP, le brode et le brode de voile. Des tissus que Basfit a reçus pour la Tabaski. Le couturier établi à la rue 15 à Médina nous parle des tissus à la mode pour la Tabaski 2020 et ses clientes ont choisi ces différentes tenues. Sur les mbazins, on fait des faux boubous, il y a des mini-grammes qui sont en vogue maintenant, avec de la brodée qui est de retour, avec de notre façon, avec notre design. On passe les brodés avec les mbazins, on fait des jolies robes avec des faux boubous, avec des faux tailles basses. Maintenant, c'est ça qui est en vogue maintenant, quoi. À Bentali, Bassirou et Cherbake Fall, deux autres couturiers très sollicités, ont constaté que les gens ont plus prisé le bazin et que pour cette Tabaski, malgré le coronavirus, les clients ont été plus nombreux par rapport à la Korité. Pour cette Tabaski, tout le monde a presque acheté du bazin Getzner. Et par rapport à la Korité, les affaires vont bien, même si ce n'est pas comme les années précédentes. Moi, j'ai reçu plus de bazins riches que de Getzner. Et vraiment, c'est à la mode. Les femmes préfèrent les tailles basses et les hommes des boubous demi-saison. Vraiment, par rapport à la Korité, il y a un grand changement. Cette année, pas de broderie trop chargée. On opte plutôt pour une couture simple, ce qui est loin d'arranger ses couturiers Cherbake et Sophia Sow. Vraiment, ça ne nous arrange pas du tout. Avec une commande pour une broderie, on peut se faire 40 000 francs CFA, voire 50. Mais si c'est une couture simple, on ne dépasse même pas 10 000 francs CFA. Vraiment, cela nous a impacté. Cette année, mes clientes ont toutes choisi de faire une couture simple, sans broderie ni rien. Et vraiment, on sait bien qu'avec la broderie, on gagne plus. On a plus de bénéfices que comme ça. Seul avantage de la couture simple cette année, un gain de temps énorme qui peut-être permettra aux couturiers de rendre à temps les commandes et éviter d'éventuelles histoires avec les clientes. Préparez sereinement la Tabaski avec NCA Bank. Un prêt au taux exceptionnel de 5,75% disponible en 48 heures. Rendez-vous dans l'une de nos 13 agences pour souscrire ou appelez-nous au 33 829 69 00. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank vous offre votre revue de presse. La presse du jour avec Georges Diop. Toujours pas d'accord. L'Union européenne et le Sénégal n'accordent pas leur violon à propos de l'ouverture des frontières aériennes. Selon le Témoin, pour qui la guerre aérienne se poursuit, la décision brutale de l'Union européenne d'interdire son espace aérien au Sénégal a provoqué une nouvelle tension avec Dakar. En rétorsion, souligne mon confrère, et comme on le sait, notre pays a interdit d'atterrissage dans ses aéroports les vols venant d'Europe. En effet, le journal Le Quotidien informe que suite à la décision de l'Union européenne de bannir le Sénégal ce jeudi 16 juillet 2020 de la deuxième liste des pays autorisés à voyager dans son espace, l'État du Sénégal a décidé d'appliquer la réciprocité. Ce principe, d'après le ministre du Tourisme et des Transports aériens, sera applicable à tous les États ayant pris des mesures à l'encontre du Sénégal. Résultat, Libération considère que le Sénégal et l'UE sont à couteau tiré. Pour l'Observateur, à sa page 5, l'UE bannit le Sénégal, Dakar se braque. L'Obs qui rappelle que les seuls pays africains admis dans l'espace Schengen restent l'Algérie, le Maroc, le Rwanda et la Tunisie. Et comme l'on parle d'espace aérien, notons avec Source A que le projet d'implantation d'une base aérienne de l'armée sénégalaise à Diass est sur de bons rails. D'ailleurs, le journal informe que l'armée a enfin obtenu le titre foncier tant attendu. Selon Source A, le projet est financé sur fonds budgétaires par le Sénégal. Retour sur l'ultimatum que le président Macky Sall a fixé à ses ministres pour faire leur déclaration de patrimoine auprès de l'OFNAC. L'Observateur relève que cette exigence du chef de l'État semble incongrue aux yeux de beaucoup de hauts fonctionnaires et d'acteurs politiques selon qui Macky Sall est le premier à faire entorse à la loi sur la déclaration de patrimoine. Certains soutiennent que tous les ministres qui n'ont pas encore déclaré leurs biens à l'OFNAC doivent être virés. D'autres parlent de divertissement au lendemain de la publication des rapports de l'IGE. Et puis, ce n'est pas une première qu'on fait état du refus de certains ministres et assujettis de faire leur déclaration. Enquête l'a d'ailleurs compris qui parle de serpent de mer. Le
journal rappelle qu'en juillet 2019, Seynabou Ndiaye Diakhaté faisait état de 680 déclarations, un peu plus de 50% des assujettis. Ainsi, enquête affirme qu'en exigeant à ses collaborateurs de déclarer leur patrimoine après un an de violation flagrante de la loi, dans un contexte où l'on agite des velléités de remaniement, Macky Sall n'aura réussi qu'à avouer qu'il y a des ministres hors la loi dans son gouvernement. Eliman Khan de l'ex-Africa déclare dans le journal qu'à la limite, c'est un aveu du laxisme au sommet de l'État. Y aurait-il un laxisme à l'ARTP, l'autorité de régulation des marchés publics? L'on est tenté de répondre par l'affirmative si l'on se fie à Libération. Et pour cause, l'ARTP fait fi du décret suspendant toute commande ou acquisition de véhicules administratifs, car quelques jours avant le décret présidentiel, l'ARMP avait sollicité des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des matériels roulants en 5 lots. Et alors qu'on s'attendait à ce qu'elle suspende la procédure, comme l'ont fait toutes les structures se trouvant dans cette situation, Libération constate que l'ARMP l'a poursuivi. Mieux, elle a publié hier l'avis d'attribution provisoire du marché dans le quotidien national Le Soleil. Entre le secrétaire général du Sitjust et le ministre de la Justice, ça se dégrade. L'AS révèle que les choses prennent une autre tournure pour Aya Boun Malick Diop. Dans le collimateur du ministre de la Justice depuis plusieurs mois, le secrétaire général du Sitjust s'est vu notifier une demande d'explication et une mise en demeure pour abandon de poste hier. Du coup, l'AS croit savoir que maître Aya Boun Malick Diop risque purement et simplement la radiation. Dans le journal Vox Populi ce matin, il est surtout question du rapport 2019 de l'ARTP sur les communications électroniques. L'autorité de régulation des télécommunications et des postes annonce un chiffre d'affaires de 762,89 milliards de francs CFA, dont 467 milliards de francs CFA pour la téléphonie mobile, y compris l'Internet, et 294 milliards pour la téléphonie fixe. Des chiffres confirmés par les Échos qui, comme Vox Populi, informent que le chiffre d'affaires pour la téléphonie mobile est passé de 463 milliards en 2018 à 467 milliards en 2019. Les Échos notent que Orange est loin devant, Free traîne, Expresso est très loin derrière. Autre chiffre mis en exergue par Vox Populi, le Sénégal totalise plus de 17,8 millions de lignes mobiles, plus de 12 millions de lignes Internet et plus de 207 500 lignes fixes. En sport, le Soleil s'arrête sur le report des Jeux Olympiques de la jeunesse. Selon le quotidien gouvernemental, ce report n'altérera en rien l'engagement du Sénégal dans l'organisation de cet événement planétaire. Le Soleil indique par ailleurs que le comité d'organisation a reçu le soutien indéfectible des partenaires et le corps diplomatique s'est engagé à aider le Sénégal. Sur le terrain, le Real Madrid est champion d'Espagne après sa victoire hier et la défaite du FC Barcelone. Ainsi, Stade indique que le Real de Zidane brise l'hégémonie du Barça. Pendant ce temps, Record braque ses projecteurs sur la Première Ligue anglaise et le match West Ham-Watford ce soir à 19h. Match de la survie pour Ismaïla Sarr, dont le club n'a que 3 points d'avance sur le premier relégable. Par Ismaïla Sarr à la une de Record, Kalidou Koulibaly lui aussi y est. Selon Record, comme Stade, Naples a baissé l'indemnité de transfert de Koulibaly. À vos kiosques et bonne lecture. Préparez sereinement la Tabaski avec NCA Bank. Un prêt au taux exceptionnel de 5,75% disponible en 48 heures. Rendez-vous dans l'une de nos 13 agences pour souscrire ou appelez-nous au 33 829 69 00. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank vous a offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? À 12h40, nous en arrivons maintenant à point de vue. Œil pour œil, le Sénégal et l'Union européenne à couteau tiré. L'UE, qui a ouvert l'espace Schengen, a mis sous embargo le Sénégal, qui à son tour décide d'appliquer la réciprocité. La liste des pays a été mise à jour hier, mais notre pays n'en fait pas partie. Alors, on évoque le sujet sous l'angle de son impact sur le tourisme. Et pour en parler, nous sommes avec Pape Mahawa Diouf. Monsieur Diouf, bonjour. Bonjour, Monsieur Gom. Oui, vous êtes le directeur général de l'ASPT, l'Agence sénégalaise de promotion touristique. Notre deuxième intervenant, Mamadou Kane. Monsieur Kane, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à l'Université de Thiès, secrétaire général de l'Association des acteurs du tourisme, coordonnateur du comité scientifique du Compact IATAL collectif des PME, TPE, et des acteurs de la chaîne de valeur touristique. Alors, première question, Monsieur Diouf, Pape Mahawa.
D'abord, cette décision, c'est comment vous appréciez un peu cette polémique, si on peut l'appeler ainsi, entre l'Union européenne et le Sénégal? Merci beaucoup, Barthélémy. D'abord, il faut rappeler dans quel contexte nous sommes. Nous sommes dans un contexte d'une crise sanitaire inédite et exceptionnelle et grave et qui touche tous les secteurs de la vie économique et publique et sociale, et en particulier le secteur du tourisme et des transports aériens. C'est dans ce cadre que les nations et les États libres et souverains, chacun en ce qui le concerne, organisent la réouverture de ces frontières aériennes. On le sait, après un confinement des États, avec la suspension, enfin la fermeture des frontières aériennes pour tout le monde. Nous, on vient juste d'ouvrir notre frontière. Nous avons ouvert notre frontière le 15. D'autres ont ouvert avant. Vous prenez des États comme le Maroc qui n'acceptent que des nationaux chez eux et des nationaux qui ont fait le test. Nous, on demande à tout le monde de faire le test, etc. Et l'Union européenne a choisi de faire des sélections en fonction des États, et l'État du Sénégal, souverainement aussi, a ses options en rapport avec sa souveraineté et ses intérêts. Mais il n'y a pas de polémique particulière. Je pense qu'il faut mettre tout ça dans le contexte de la remise en route de la machine du transport aérien international et de la lutte contre la maladie. C'est juste ça. Maintenant, chaque État est souverain d'imposer ses stratégies. Je rappelle que c'est nous qui avons le premier fermé nos frontières à l'Union européenne, alors que l'essentiel des contaminations de l'époque venait de l'Union européenne. Et ils ont même battu des records à l'époque. Et jusqu'à présent, les plus forts, les États qui sont les plus contaminés sont du côté de l'Europe et de l'Amérique. D'accord. Alors, Monsieur Kane, vous, quelle lecture vous en faites? Oui, merci. Je pense que la lecture est à peu près la même à ce niveau-là, parce qu'effectivement, c'est une crise qui a entraîné des conséquences très compliquées au niveau de tous les pays, parce que les déplacements quand même sont des vecteurs de contamination, donc de propagation des virus. Donc, c'était normal que les frontières soient fermées à un certain moment, ce qui était quand même inimaginable. Maintenant qu'il y a des avancées au niveau de la lutte contre cette pandémie, je pense qu'on est en train de revoir comment revenir à une vie normale. C'est dans ce contexte-là qu'il y a des levées de restrictions un peu partout dans le monde, effectivement dans l'Union européenne, mais aussi dans notre pays. Je pense que ce sont des décisions de souveraineté. Les gens le font en prenant les meilleures décisions avec quand même des arguments qui tiennent la route. Maintenant, c'est vrai que on a parlé de réciprocité du Sénégal par rapport à des décisions prises au niveau de l'Union européenne, donc dans l'espace Schengen. Mais en tout cas, toute décision doit être argumentée. Alors, toute décision doit être argumentée. Mais M. Diouf, est-ce que quelles peuvent être maintenant les conséquences de cette situation, surtout sur le tourisme déjà affaibli par la pandémie de la Covid-19? On sait que l'espace Schengen a été ouvert à l'Algérie, au Maroc, entre autres. Quelles peuvent être les conséquences pour le Sénégal, sous l'angle du tourisme, bien sûr? Oui, non, mais il y a en vérité pour le tourisme, il n'y a pas de situation nouvelle. Les marchés avaient été fermés depuis un moment et forcément, il faudra s'attendre à une baisse des arrivées touristiques. Ça, c'est un peu normal. Maintenant, nous sommes dans un contexte où la relance, et ça, c'est dans tous les marchés du monde, passera par le tourisme de proximité. C'est pour ça qu'ici, nous avons lancé l'initiative TAMU Sénégal à travers les réseaux, à travers le process numérique, avec l'implication du secteur privé qui propose des offres aux nationaux. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Prochainement, le ministre va lancer la campagne nationale de promotion du tourisme interne, la campagne TAMU Sénégal, et qui va permettre de mobiliser tous les tissus sociaux et économiques. Mais tout ça, c'est à l'état réflexion. Quand est-ce que la mayonnaise va prendre? Ah non, ce n'est pas à l'état de réflexion. Je vous dis, si vous allez aujourd'hui
sur la petite côte, les Sénégalais ont commencé à y aller. Hein. Ça, c'est une réalité. Maintenant, qu'on revienne à une situation initiale, il faut être réaliste. On ne peut pas le faire tout de suite. Ça peut pas se faire tout de suite, je veux dire. On est dans une situation où, avant même la fermeture des frontières, les marchés avaient été fermés parce que simplement, la crise sanitaire touche le tourisme. Lorsqu'on interdit les gens de prendre contact, lorsqu'on interdit les rassemblements fermés, lorsqu'on ferme les restaurants, lorsqu'on confine les gens chez eux, mais c'est déjà une situation extrêmement compliquée pour l'industrie du tourisme. Maintenant, la réouverture du trafic aérien, on souhaite que ce soit le plus rapide possible, mais on le constate, chaque État est en train de s'organiser en rapport avec la situation de la pandémie au sein de l'État même. C'est pour ça que tous les États et toutes les économies du tourisme du monde sont en train de s'orienter d'abord dans le tourisme de proximité. Et c'est le sens de cette plateforme très concrète qui s'appelle Tamou Sénégal. Et nous invitons le maximum de Sénégalais qui ont envie de voir plus d'offres à destination des Sénégalais à des prix attractifs de se rapprocher de cette plateforme. Mais prochainement, ce n'est pas simplement en réflexion. Il y aura une campagne qui va être lancée officiellement et qui va mobiliser aussi les tissus économiques et sociaux du pays pour montrer que dans le Sénégal, il est possible d'avoir une consommation touristique de qualité. Ce sera un début. Ce sera un début de la relance, le temps qu'effectivement les frontières aériennes, pas simplement vis-à-vis du Sénégal, mais du monde entier, se réouvrent et que la circulation touristique mondiale retrouve son niveau normal. Mais il ne faut pas rêver, ça ne peut pas se faire tout de suite, dans l'immédiat. Et c'est pour ça que tous les spécialistes du tourisme du monde partent plutôt dans la logique du tourisme de proximité d'abord, pour constituer un matelas de sécurité. Mais nous espérons que ça va venir très vite, et parce que malgré tout, les intentions de voyage, on le sait, pour beaucoup en Europe de l'Ouest, sont maintenues pour certains. La volonté de venir vers nos pays est toujours restée intacte. Et la réputation du Sénégal comme un pays où le système de santé a fait face avec efficacité à la pandémie, et un pays sûr de sécurité avec une qualité de vie, avec un pays avec de multiples expériences possibles, reste intact. Reste intact, d'accord. Je reviens à vous tout à l'heure. Alors, M. Kane, est-ce que vous pensez que ce tourisme de proximité, en tout cas, pourrait participer à redorer le blason du tourisme aujourd'hui à l'agonie, si l'on sait que d'habitude les Sénégalais n'ont pas cette habitude-là d'aller se lancer dans des activités touristiques. Alors, si on prend l'exemple de la station balnéaire de Saly qui recevait plusieurs touristes venant de l'étranger, on sait que la situation, ce sera difficile pour ces acteurs de retrouver leur chiffre normal. Oui, je pense que cette période de Covid a été mise à profit pour amorcer la réflexion, une réflexion, je pense, très féconde au niveau des instances gouvernementales, mais aussi au niveau de la base. Les gens sont en train de s'organiser, c'est pourquoi on a mis en place donc ce collectif des acteurs de la chaîne de valeur tourisme, donc comme Pacte Yatal. Et les réflexions sont en train d'être menées, des mémorandums ont été rédigés. Les gens réflexions pour comment relancer les activités touristiques. Exactement, parce que c'est ça. Et je pense qu'il faut peut-être, je vais être très osé dire que il faut prendre cette crise comme une opportunité, parce que finalement, il faudra revoir la forme de tourisme qu'on a au niveau du ça permet de penser à d'autres stratégies. Oui, à d'autres stratégies, exactement, parce que on avait un tourisme très saisonnier, axé sur une clientèle internationale. C'est vrai que le tourisme international constitue le moteur du tourisme, mais désormais, depuis quelque temps, on a vu énormément d'images du Sénégal et de l'Afrique à travers donc les réseaux sociaux. Et ça, c'est l'initiative des acteurs à la base essentiellement. Et que on ne peut pas compter sur le tourisme international. On a vu toutes les restrictions qui se font au niveau des frontières, des aéroports. Et nous avons quand même une classe moyenne qui a envie de découvrir son pays. Maintenant, il faut que tout cela soit organisé, qu'il y ait véritablement une stratégie qui prenne en compte tous les acteurs, que ce soit les agences de voyage, que ce soit les réceptifs, les transporteurs, mais aussi faire beaucoup de médiation
culturelle au niveau des sites. Ce qui manque au Sénégal, c'est l'aménagement des sites culturels. On a aménagé des côtes, nous avons quelques stations, déjà, qui ont énormément de difficultés maintenant. Maintenant, on ne peut même plus parler de stations balnéaires de Sali, même s'il y a un processus de restauration des plages. Mais la découverte des cultures de l'intérieur des sites culturels permettrait de régler le problème de la saisonnalité. Parce que un site naturel, on sait que pour un moment ça marche, le parc de Djoudj pour quelques mois, oui, mais les initiatives culturelles, les événementiels culturels, les sites culturels, c'est exploitable toute l'année. Et on va exactement vers ce tourisme domestique, mais il faudra aussi des incitations financières, il y ait une accessibilité financière pour les populations sénégalaises, parce que les tarifs sont aussi encore toujours très chers. Il faut qu'il y ait une accessibilité, qu'il y ait de la signalétique, qu'on puisse accompagner véritablement ce tourisme domestique. Mais il ne faut pas qu'on reste à l'état des slogans. Mais il faut aller vers le concret. Très concret, qu'on puisse proposer des packages, n'est-ce pas, accessibles au public touristique sénégalais. Merci. Parce que, Merci beaucoup, Monsieur Kane. Merci. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Merci, Mamadou Kane, enseignant à l'Université de Thiès, secrétaire général de l'Association des acteurs du tourisme, coordonnateur également du comité scientifique du Compact Yatal, collectif des PME, TPE, et des acteurs de la chaîne de valeur touristique. Merci également à Pape Mohamed Diouf. Malheureusement, M. Diouf, nous sommes rattrapés par le temps. Directeur général de l'ASPT, l'Agence sénégalaise de promotion touristique. Rendez-vous tout à l'heure dans le journal de 13h pour la version Wolof. Ce sera avec Papa Ndiaye. Midi 53 minutes, c'est la fin de ce journal présenté par Barthélémy Ngom. Mise en onde, Aliouba. Merci de votre fidélité. Tout de suite, allô Sénégal.